Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Ce soir, avec nos invités, nous allons parler de bar. Il existe 1000 façons de le dire, 1000 façons de le vivre. Au bistrot, au troquet, au pub, au rad, au zinc et d'autres encore, bien sûr. Les bars sont à l'honneur actuellement en raison de l'actualité. Ils deviennent également des lieux de résistance. Et à Nantes aussi, ils sont sous les feux des projecteurs puisqu'un livre est sorti le 21 novembre dernier, Nantais de comptoir, avec de belles images, de beaux portraits de bars nantais. Et puisque démarre aussi ce jeudi le festival Culture Barbare à Nantes et dans toute l'agglomération. Et puis en fin d'émission, on retrouvera Émilie de la CLCV avec elle on se lèchera les babines pour sa chronique conso. Elle nous propose 3 préparations différentes de goûter, plus ou moins chères et avec plus ou moins d'emballage. Bar de Nantes et bar de chocolat, c'est le programme du 18h de Télé Nantes du 23 novembre. C'est parti. Et on vous parle de bistrot à la nantaise, à l'occasion de la sortie d'un livre aussi, à l'occasion du festival Culture Barbare avec nos 3 invités. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors d'un côté, c'est vrai, on a un livre avec 2 hommes, Olivier Guittard et Florian Leteuf. Olivier pour les images, Florian Leteuf pour les textes. Un livre dans lequel on retrouve 50 bistrots côté patron et côté client, mais aussi 15 bars disparus évoqués par 15 célébrités nantaises. Et puis de l'autre, on a ce festival Culture Barbare, bien connu maintenant, dans 83 lieux, 315 concerts, expos et spectacles. Les deux ont un lien, bien évidemment, c'est pas anodin que le livre sorte maintenant. Barbare soutient la sortie aussi de ce bouquin. On va commencer par un mot sur Culture Barbare, puisqu'on en a parlé aussi sur l'antenne de Télé Nantes. Il avait été plus ou moins question aussi d'annuler la tenue de cette édition en raison des attentats du 13 novembre. Finalement, le festival est bien maintenu avec un mot d'ordre, Barbare résiste à la barbarie. C'était ça l'idée ? Exactement, la question s'est posée. On a fait un série extraordinaire lundi dernier avec les Parisiens, les Toulousains, les Lillois, avec tous les Français. Puisque c'est un festival national, créé à Nantes, mais aujourd'hui national. Tout à fait. Et on a beaucoup écouté nos collègues parisiens qui ont été très touchés. On est tous très touchés par ce qui s'est passé. Mais en faisant ces actes horribles, ils ont touché une conception de la vie, celle que nous on défend pendant notre festival et à longueur d'année, une conception de la vie ouverte, généreuse, simple comme un apéritif, simple comme un concert, comme une rencontre. Et on a donc décidé bien sûr de maintenir le festival. Avec de la diversité toujours culturelle, artistique aussi, c'est aussi le mot d'ordre du festival et on est bien content qu'il ait lieu malgré ces événements. Ce livre aussi, alors Nantais de comptoir qui est sorti le 21 novembre, c'est vous qui êtes derrière cet ouvrage. On vous avait déjà reçu aussi il y a quelques temps pour un autre livre qui était sorti à l'occasion des 70 ans du FC Nantes. C'était un livre de supporters surtout. On vous connaît aussi pour être de l'association à la Nantaise, une association des amoureux du FC Nantes. Comment on passe du foot au bar? C'est parce qu'on regarde le match dans les bistrots? Non, il y a un autre point commun, c'est l'attachement à Nantes. Ouais. L'attachement à Nantes et puis à tous ces éléments patrimoniaux, que ce soit le FC Nantes ou les bistrots de la ville, qui font qu'on peut se rassembler, qui font qu'on est content d'être nantais. Et voilà, finalement, on peut trouver des connexions assez facilement entre le FC Nantes, les bars. Voilà, c'est Nantes, c'est le plaisir d'être ensemble et puis de passer un bon moment tous ensemble surtout. Mais bon, ça veut dire aussi que vous êtes client des bistrots, quand même, au départ. Je suis un client assez fidèle des bistrots, ouais. Je le cache pas, mais on est très nombreux, je crois, dans la ville à être clients des bistrots, pas seulement pour boire un coup, ça va au-delà. Les patrons de bar aussi, je crois que c'est pas seulement ouvrir la porte, ça va au-delà. C'est passer, c'est boire un coup, mais c'est aussi rencontrer son conjoint, c'est aussi y aller avec son grand-père, avec son petit-fils, c'est faire une partie de baby-foot, c'est boire un bon demi bien frais ou un bon muscadet du Landreau ou un coca, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on se marre, qu'on discute, qu'on se lâche un peu, qu'on s'engueule peut-être, mais qu'on retrinque ensuite. C'est ça qui fait qu'on aime bien. C'est la vie en résumé, quoi, dans un bistrot. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qu'on voit dans ce livre. On n'est pas sur l'histoire des bars. Il n'y a pas de chiffres sur les bars dans ce livre. C'est des histoires de vie côté patron humaine, et côté client. C'est ça que vous aviez envie de montrer. Des histoires humaines, effectivement. L'histoire derrière tout ça, derrière les bars, finalement, en toile de fond, on trouve l'histoire de Nantes, mais surtout on trouve l'histoire des Nantais. Toutes les générations, tout type de gens. On aime bien aussi aller dans les bars parce qu'on trouve des gens qui nous ressemblent, des gens qui ne nous ressemblent pas. C'est des lieux d'échange, de partage, mais des lieux de vie avant tout, comme vous dites.
toute génération. Petite mention spéciale à Théo aussi, de client du Flessel, qui a vu le comblement de l'Erdre en 1938 quand même, voilà, qui raconte ça aussi. Et puis il y a aussi des enfants aussi dans ce livre avec le café de l'abordage notamment. Olivier Guittard, c'est vous qui signez les photos qu'on a vu passer. Vous aussi, vous êtes un rat de bistrot du coup Je vais me faire une réputation qui est déjà faite, mais bon, je l'ai été plus que je ne le suis maintenant. Ceci dit, c'est vrai que les cafés, c'est quand même, pour moi, c'est une histoire importante. J'ai toujours dit depuis très longtemps que si j'avais ouvert un commerce, ça aurait été un bar. Voilà, donc il y a effectivement un attachement à ces lieux, comme disait Florian, qui sont vraiment des lieux de vie, des lieux d'histoire, des lieux voilà, où on a plaisir à aller, soit pour boire un coup, trouver des copains, mais aussi pour... moi, j'aime bien aller observer la vie, quoi, voir ce qui se passe dans un café, observer les gens, comment ils sont, ce qu'ils font. C'est un bon terrain aussi pour le photographe. Alors, on imagine que c'est un bon terrain pour même le dessinateur, l'écrivain, mais pour le photographe aussi. Alors, ça a été... moi, je pratique pas beaucoup, mais c'est vrai que ça a été un terrain de jeu privilégié pour tout ce qu'on appelle les photographes humanistes. Les gens comme les Douaneaux, les Cartier-Bresson et autres, qui ont passé un temps fou dans les cafés et autour des cafés, justement pour documenter la vie d'une ville ou la vie de ces cafés. Donc c'est vrai que c'est des lieux qui sont très intéressants pour ça. Ce sont des micro-sociétés. Voilà, il se passe plein de choses dans un café et c'est vraiment très intéressant à voir. Ouais. Alors c'est vrai que je disais un bar un petit peu à la nantaise pour présenter aussi cet ouvrage. C'était clin d'œil aussi à votre assaut évidemment. Mais on se dit, bon, il y a des troquets en Bretagne, on imagine bien le troquet breton, on connaît les estaminets à Lille. C'est quoi qui définirait un bar à la nantaise? Louis, vous qui en tenez un, là, vous êtes patron du coup fourré, et c'est quoi les caractéristiques d'un bar à la nantaise? Ce qui est caractéristique à Nantes, c'est que chaque bar, chaque lieu a son identité, en fonction de la personne qui le tient, des salariés qui l'a fait venir, de la décoration qu'il a choisi de mettre, des groupes qu'il fait jouer, des différentes animations qu'il peut proposer. Chaque lieu a sa spécificité, ce qui permet de pouvoir toucher tout le public qui existe avec cette diversité. Et c'est ça la spécificité de Nantes, c'est que chaque bar a une âme. On n'est pas obligé d'y servir du muscadet et du curé nantais, par exemple. Voilà. Ça ne fait pas partie de la charte. Vous, du fait d'avoir justement fréquenté tous ces bars pour préparer le livre, vous ressentez un trait commun ou c'est vraiment fonction du patron, de la déco et des choix de ce qui s'y passe? Des gens qui ne sont pas nantais depuis toujours m'ont dit qu'ils ont été surpris en arrivant à Nantes de voir cet attachement pour les bistrots de la part des Nantais, que c'était vraiment quelque chose qui faisait l'identité de la ville. Moi, je ne m'en rends pas forcément compte. Je suis nantais depuis toujours. Voilà, ça fait partie de mon histoire avec la ville. Mais pour ceux qui arrivent à Nantes, c'est quelque chose qui est marquant de voir que beaucoup de choses se passent dans les bars, grâce aux patrons de bar, grâce à tous ces clients qui aiment aller dans ces endroits. On y travaille, on y passe un moment de détente, on apprécie ne rien y faire ou faire une partie de boules nantaises. Il y a plein de choses. Il paraît qu'on joue pas mal à la belote au coup fourré. Une fois par mois. Et puis, vous avez remarqué quelque chose de typiquement nantais dans les bars en vous baladant? Oui et non, c'est vrai ce qu'on disait à l'instant, c'est que moi je suis arrivé à Nantes il y a une vingtaine d'années. Ce qui m'a séduit dans Nantes tout de suite, c'était cette espèce de pluralité qu'on sentait dans Nantes. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres villes, qui sont un peu des expatriés d'une certaine façon à Nantes. Et du coup, on a une ville qui est très multiculturelle d'une certaine façon, et on le retrouve dans les bars finalement, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que pour moi, il n'y a pas un bar à la nantaise, mais il y a une multitude de bars qui ont tous un peu leur spécificité. Et c'est ça aussi qui fait, je pense, la richesse des bars nantais. C'est qu'on peut, dans une même rue, trouver 4 ou 5 bars qui sont totalement différents, qui vont avoir des ambiances très différentes et qui vont effectivement pas tous proposer du muscadet, du curé nantais. Donc on va trouver des ambiances différentes. C'est très bien aussi, néanmoins. Au demeurant, certes. Mais on va trouver des ambiances différentes, des clientèles différentes. On va pouvoir passer d'un café où on a plutôt clientèle un peu branchée, de créatifs, puis on va passer à côté à quelque chose de beaucoup plus populaire, vraiment bar de quartier, et puis repasser à un autre café qui va être très branché musique, et tout ça dans la même rue. Donc c'est ça que moi je trouve vraiment très intéressant dans les cafés ici à Nantes. Alors nous, on est allé demander aussi aux clients des cafés, on est allé notamment au Flessel et au Cercle Rouge. C'est Denis Vanier qui s'y est rendu pour demander quels étaient les ingrédients d'un bon café. On les écoute. Il faut que ce soit convivial, il faut que les gens soient sympathiques, déjà les patrons soient sympathiques, un minimum, et puis qu'on s'y sente bien. Déjà, la déco sympa, ce qui est le cas ici aussi. Un endroit où on peut se sentir à l'aise, où on peut se sentir bien et de travailler ou de retrouver ses amis ou même un rendez-vous professionnel
quelque chose de multifacette. C'est une grande qualité pour moi dans un café. Là, ça fait pas longtemps que je suis à Nantes pourtant. Et j'ai 3 cafés dans la ville où je vais tout le temps. De temps en temps, je me force à changer un peu. Mais sinon, globalement, c'est quasiment toujours aux mêmes endroits. Si c'est un café qu'on fréquente régulièrement, il faut forcément qu'on ait une certaine sympathie pour le patron. Sinon, ça paraît vraiment difficile. C'est le patron qui fait l'ambiance du café, je pense. Ouais. Les serveurs, le patron, l'endroit où il se trouve, mais c'est vraiment surtout le patron. Parce que finalement, on vient au même endroit pour dire bonjour au patron et finalement pour agrandir un petit peu les connaissances et ça devient un QG, comme on appelle ça, un lieu de rendez-vous. C'est fondamental. Je pense que c'est lui qui dicte la dynamique un peu du café plus que la couleur des murs ou la musique qui passe. Je pense que c'est lui qui fait l'ambiance. Ça part de lui. Voilà, c'est le point commun entre les bistrots, le MEDEF et la couture, c'est le patron. Voilà, il est important. D'ailleurs, dans le livre, il y a beaucoup de témoignages de patrons qui sont assez marrants. Je pense notamment à Greg du café d'Esport qui se trouve quai Baco, à Nantes, qui dit « J'ai créé un lieu de bonhomie avec la conviction qu'il n'y a pas de honte à être heureux. J'aime la tchatch, je brode, j'exagère, c'est le théâtre d'improvisation permanente. » Voilà, c'est le personnage aussi du bistrot. Vous êtes comment, vous, comme patron, Louis Giraudot ? Eh ben, un peu pareil. Hein. Pareil. Vous vous retrouvez dans cette description ? Tout à fait, tout à fait. On invente, on joue un personnage, ou alors on est tout simplement celui qu'on est, mais en tout cas, on se plonge dans les histoires des gens, on les écoute, on les fait vivre. Et puis quand ils n'ont pas le sourire, on essaie de leur donner. C'est du théâtre d'improvisation en permanence, ça c'est sûr. Ça c'est bien dit. Beaucoup de patrons, mais il y a aussi une patronne, même si elle n'aime pas trop le terme, c'est Josie du café Le Masque. Mais c'est vrai qu'on est plus quand même avec des patrons de bar que des patronnes. On a quand même des patronnes qui sont des personnages hauts en couleur et qui sont là depuis longtemps. Hein. Josie, ça fait partie des monuments de Nantes, dans le très bon sens du terme. C'est un lieu où on adore aller. On a d'autres lieux qui sont tenus par des femmes, le café du cinéma ou des lieux plus anciens, fréquentés par les anciens des chantiers navals. Je pense à l'Ailette, le Bretagne, Prairie au Duc. On a les Bien-Aimés aussi, tenus par... Café Librairie. Voilà, par Géraldine et Cécile, rue de la Paix. Un petit mot aussi, parce que vous avez tenu quand même à faire figurer dans ce livre des bars qui n'existent plus. Il y a le Violon Dingue qui est cité par Manou, le Saint-Domingue qui est cité aussi par le Manou d'Elmer Footbeat, bien sûr, le Saint-Domingue qui est cité par Stéphane Pajot, le journaliste. Pourquoi ce choix d'avoir parlé aussi des cafés qui ne sont plus là ? On a 15 personnalités de la ville qui racontent 15 bars disparus parce qu'on s'aperçoit qu'il y a aussi de la nostalgie là-dedans. Hein. L'idée, c'était de montrer que ce sont des lieux actuels, mais ce sont aussi des lieux de souvenirs qui marquent une histoire avec la ville, qui permettent de raconter la relation entre quelqu'un et puis une cité, beaucoup de choses qui se passent dans les bistrots, et puis raconter l'histoire d'un bar disparu. C'est quelque chose qui... c'est parmi les premiers retours que j'ai, je crois que c'est quelque chose qui plaît pas mal aux gens, ces histoires de bars disparus, parce que finalement, quand on y réfléchit 2 secondes, on a tous un bar disparu en tête. On se dit, oui, effectivement, tiens, ce bistrot-là, j'aimais bien y aller, il n'existe plus. Et il y a plein de choses qui se passent dans les bars, et c'est pour ça que c'est intéressant de raconter aussi ces lieux qui n'existent plus. Et ça dit quelque chose aussi de l'économie des bars, c'est qu'il y a de la rotation aussi. Il y a des nouveaux bars qui arrivent aussi. Enfin, vous devez l'observer à Culture Barbare aussi. On a des nouveaux adhérents tous les ans. Et ceux qu'on perd, c'est malheureusement souvent parce qu'ils ont dû fermer économiquement. La vie reste difficile pour nos lieux. C'est la crise, on en parle et c'est pas facile pour nous. On a toujours du plaisir à être là, on se bat pour que ce soit vivant. Mais la plupart des lieux qui disparaissent, c'est parce qu'ils ont eu des problèmes financiers. Après, il y a beaucoup de sphinx dans les bars aussi, parce que le Violon Dingue a disparu, mais les patrons ont créé le Cercle Rouge ou ont créé le Landru. On voit qu'il y a quand même des patrons de bars qui continuent malgré tout les aventures. On peut avoir raté une aventure et en essayer une autre, bien sûr. Mais en tout cas, pour le Violon Dingue, c'est un bar emblématique musical et culturel de Nantes qui a disparu. Remplacé par un bar qui fait d'autres choses très, très sympathiques aussi, différentes, le Game Over. Mais c'est quand même un pan de l'histoire musicale de Nantes qui est tombé avec ce bar-là. Et c'est vrai qu'il y a une grande variété aussi de bars, parce que là, vous parliez du Game Over, bar à jeux vidéo. Il y a aussi de l'apparition des bars à chats, ils sont dans le livre. Des bars des enfants à l'abordage, le bar librairie, on le disait, des bien-aimés, voilà, exactement. Vous avez aussi voulu montrer cette diversité-là, quoi.
Oui, ouais, encore une fois, ce sont pas simplement des lieux où on boit un verre, c'est des lieux où on fait plein de choses. Et aujourd'hui, il y a plein de bars qui apparaissent ou qui proposent diverses activités. Personnellement, ce ne sont pas forcément des lieux où je vais. J'étais jamais allé au Game Over. J'allais beaucoup au Violon Dingue. J'avais jamais mis les pieds au Game Over. Mais il s'avère que les gens conversés sont très sympas, les gens qui le fréquentent sont très sympas aussi. Et voilà, le bar à chat aussi, c'est un lieu qui a ses adeptes, une clientèle très, très sympatoche. Et on y fait des choses, finalement, ils ont toute leur place aussi dans l'histoire des bars de Nantes, je crois. Comment vous avez fait, Olivier Guittard, vous, pour choisir comment vous alliez photographier un bar? Parce qu'il y en a qui sont photographiés de l'extérieur, à l'intérieur. Il y a des fois des tout petits détails, notamment le labo, où forcément sont les verres qui sont pris en photo, des cocktails qui sont pris en photo dans des verres de laboratoire, puisque c'était ça la spécificité de ce bar-là. Comment vous avez fait vos choix? Ça faisait partie du challenge, justement, c'était assez compliqué. Parce qu'il fait sombre dans les bars aussi, il faut le dire. Alors il y a cet aspect-là, il fait sombre, et puis surtout c'est que on avait souvent des journées un peu marathon, c'est-à-dire que Florian nous avait fait un programme bien chargé, donc on faisait beaucoup de bars dans la journée. C'est le barathon. C'était le barathon, tout à fait. Et en fait, moi, c'est mon rythme habituel. Souvent on arrivait dans un bar et moi j'avais quelques minutes pour des fois. Alors quand je connaissais le lieu, c'était pratique, hein, mais quand je connaissais pas, j'avais quelques minutes pour m'imprégner du lieu, de l'ambiance, essayer de trouver est-ce qu'il y avait quelque chose qui faisait un peu l'identité du lieu, est-ce qu'il y avait quelque chose qui m'attirait l'œil et qui était vraiment sympa à montrer. Il y avait aussi des fois, Florian avait sa petite idée sur la question, il voulait qu'on montre quelque chose d'un peu précis. Les patrons ou les clients aussi, des fois, avaient une idée assez précise de ce qu'ils voulaient. Sauf les selles, on a vu les bouteilles de coca, on peut le dire, qui sont au plafond, ça c'est vrai que c'est caractéristique. C'est vraiment l'identité du bar, quoi, donc on ne pouvait pas passer à côté, mais je pense le fait maison, par exemple, c'était très amusant parce qu'on est arrivé, moi j'étais jamais allé au fait maison, et puis pour faire les photos, il y avait Eric, donc le client qui était là, et j'ai mis très longtemps à comprendre que Eric était le client. Moi je pensais qu'il était le patron parce qu'il aimait tellement le lieu, en fait il aime tellement le lieu qu'il me disait alors, il faudrait que tu prennes ça, mais alors non, tu fais pas comme ci, et puis non, il faudrait qu'on voit plutôt ça, tu vois, ça serait bien si tu te mettais là. Alors je dis oui d'accord, et puis à un moment je me suis dit mais c'est pas lui le patron, en fait. Il y en a beaucoup des clients qu'on pourrait prendre pour le patron, qui sont un peu chez eux, quoi. Voilà, bien sûr, chaque bar a ses habitués, a ses clients, des fois qui viennent tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, donc ils sont presque comme chez eux. Et alors, il y a aussi le bar comme Histoire d'amour. Moi, j'étais frappée, il y a pas mal de personnes qui racontent des histoires d'amour aussi, comme ils ont rencontré leurs copains dans les bars et tout ça, ça arrive pas mal de fois, ça aussi. Oui, évidemment. Ça n'a rien d'étonnant finalement. Non, mais il y a beaucoup de choses effectivement qui se passent dans les bars, et notamment ça, des rencontres amoureuses. Et voilà, ça renforce notre attachement à ces lieux-là. Ce sont des lieux de convivialité, des lieux de rencontre. Et voilà, ça fait partie part entière de l'histoire de Nantes. Si on est content d'être nantais, c'est grâce à ces lieux-là. Et de découverte musicale aussi, c'est dit par plein d'habitués, parce qu'on revient un petit peu à culture barbare. Voilà, c'est ça aussi, barbare, c'est de montrer qu'au café, on va boire un coup, mais pas que. On se divertit, on s'instruit avec les concerts, les expos, les spectacles. Tout à fait, que vous pourrez trouver pendant le festival, des théâtres d'improvisation, des expositions, et beaucoup de musique, du rock bien sûr, partout, tout le temps, mais pas que, aussi du reggae avec un one-man reggae band à l'annexe jeudi soir, looping acoustique, ou des chants de marins qui s'appellent Croche dedans au Petit Joueur vendredi soir. Au Petit Joueur qui est dans le livre aussi. Voilà. De la musique dans tous ses états et pour tout le monde. Voilà, j'avais pris 3 exemples aussi. Moi, j'ai Arnaud Fradin et Thomas Troussier. Ce sera jeudi à Monsieur Machin, rue Saint-Léonard, jeudi soir à 20h30. Le duo Chevalier à l'Hôtel du Port de Piriac, ce sera vendredi à 19h, puisqu'il n'y a pas que Nantes aussi. Et les mots en l'air, de la musique festive à bretelles, ce sera à la Charrue Étoilée à Châteaubriand samedi. Voilà, le reste de la programmation, c'est bien sûr sur le site de Culture Barbare. Il y aura aussi plein de choses au coup fourré, évidemment. Audrey Lopez, Hastings, Rideau Rouge, Red Shank, ou encore les enfants de l'école de musique de Saint-Sébastien. C'est varié, c'est ça qui nous plaît. Et puis le livre, si ça vous intéresse, il coûte 24 €. Il est disponible dans les bars, les librairies, sur le site nantesdecomptoir.com. Et il y aura une expo à Madame Rêve avec les photos d'Olivier Guittard à partir de jeudi aussi pour le lancement de Culture Barbare. Je crois qu'on a tout dit, on est bon là. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir parlé de bar et de nous avoir donné envie d'aller au bistrot. Mais avant d'aller au bistrot, on va prendre le goûter avec Émilie de l'association de la CLCV.
Émilie qui nous a amené de quoi goûter, car nous sommes dans la semaine européenne de réduction des déchets. Et dans le goûter aussi, on peut faire quelque chose. Oui, voilà, tout à fait. Alors, je vous ai volé du temps, je vous le dis tout de suite, il reste 4 minutes 30. Comme toujours. Non, Comme d'hab, mais oui. On va faire concis. Voilà, c'est ça. Alors, donc, en fait, aujourd'hui, pourquoi je vous propose cette petite animation? Parce qu'en fait, là, on démarre la semaine de réduction des déchets, la semaine européenne. Donc, chaque année, la CLCV, dont je fais partie, on y participe. Consommation, logement, cadre de vie. Voilà, tout à fait. Et donc, en fait, le but de cette semaine, c'est donc sensibiliser les consommateurs à réduire les déchets dans leur quotidien par des gestes simples et aussi donc réduire le déchet à la source. Car le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. Qui n'existe pas. Voilà. Invisible. C'est ça. Et là, vous avez choisi j'ai l'acte choisi du un goûter. truc voilà, concret pour vous faire jouer et en même temps, voilà. Donc là, je vous cache quelques réponses. Donc, en fait, ce que je voulais vous proposer, donc c'est que là, il y a plusieurs ingrédients en fait pour composer 3 types de goûter. Et donc en fait, il faudrait composer le goûter donc avec un produit fruitier, un produit on va dire type pain. Et sinon une boisson. Mais là, on va dire que c'est un emballage individuel et vous imaginez les grands contenants. D'accord. Donc là, il y a plusieurs types de produits et selon vous, je peux les poser devant moi 3 types de goûter. D'accord. Par exemple... Moi, j'ai les réponses, alors je joue voilà. pas en fait. Alors, imaginons si on part sur un type de goûter que vous auriez envie de... Ou alors, qu'est-ce que vous auriez envie de consommer? Ça, c'est une bonne question. Vous êtes un enfant, Là, vous sortez de l'école. Non, je sors de l'école. Vous sortez de l'école, vous avez faim, vous mangez quoi? Un petit enfant. Un petit enfant. Si vraiment je suis un petit enfant, je crois que je vais me jeter sur la gourde de compote. Voilà. Ensuite, un truc type brioche pain ou quelque chose comme ça. Plutôt, oui, voilà, tant qu'à faire un petit pain au lait. Allez, un petit pain au lait, oui. Un petit pain au lait d'une marque. Un petit pain au lait, et puis un petit peu de pâte à tartiner dessus, peut-être, non? Carrément. Ah oui, en plus. Là, ça fait d'accord, ok. Je suis un petit enfant. Un truc à boire? Un truc à boire. Après, là, imaginons, il y a ça mais en version grand. En version grand, je suis un petit, alors je vais prendre plutôt la petite bouteille. Là, c'est le pire, je pense qu'il a fait, Olivier. Je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Oui. Donc, comme quoi, c'est pas aux enfants de choisir ce qu'ils vont prendre en goûter. Donc là, en fait, pourquoi on a l'habitude en fait, de faire ce petit jeu-là, c'est pour montrer que plus on va acheter en format individuel, donc celui-ci, on va l'appeler le goûter Poluchère, et bien du coup, là, les déchets, ça va pas se recycler. L'emballage non plus. Donc ça va se recycler. Mais par contre, au niveau coût, on va être à 1,15 €. Le tout? Non. Pardon, 1,11 €. Sinon, si je passe en goûter, on va dire alternatif, qui ressemble à ça, mais en plus grand contenant, on passe donc sur de la brioche avec de la pâte à tartiner pour essayer d'équilibrer, toujours l'esprit chocolat. Et après, donc c'est ce type-là, mais en version grande bouteille. Voilà, qu'on verse dans un donc verre. ça va être moins facile à transporter. Et sinon, la compote, ça va être une compote comme ça. Ouais, c'est pareil. On trouve à peu près la même chose, mais dans des grands contenants. Et donc souvent avec moins d'emballage. Voilà, donc ça se recycle. Et donc là, on peut, niveau coût, bien sûr, on est à 58 centimes. Donc moins cher. Moitié là, moins cher. Voilà, et c'est la portion. Donc c'est-à-dire que ça, c'est le même poids. D'accord. Toujours sur 25 centilitres. Voilà. Et on va dire l'idéal, mais qui n'est pas toujours évident si on n'a pas le temps. Voilà. Donc là, ce serait, on va dire, du pain, du beurre, du chocolat émietté dessus. Comme notre petit goûter des grands-mères. La compote faite maison ou croquée ou en salade de fruits. Et ensuite, là, j'ai pas pu ramener sur le plateau, mais du sirop qui ressemble à ça, mais qu'on met avec de l'eau du robinet. Donc l'eau du robinet, ça coûte vraiment 3 fois rien. Ouais. Et donc ça coûte là, combien? On est à 43 centimes. Donc finalement, le goûter le moins cher, c'est aussi le goûter le moins polluant. C'est ça? Aussi. Voilà, c'est pour expliquer. Voilà. C'était ça l'idée. C'était ça l'idée. Si ça a été... Donc Olivier, il va falloir réviser un petit peu je crains. Il est très fin. On va plutôt aller sur ce mode-là. Non, après, on n'est pas là pour culpabiliser les consommateurs, c'est pas du tout notre but. C'est juste pour informer, donner des infos, donner des astuces qui sont pas compliquées à faire au quotidien et ça permet de faire du bien pour le porte-monnaie. Voilà, aussi, au porte-monnaie évidemment. Et à l'environnement. Merci beaucoup Émilie pour toutes ces infos que vous avez réussi à dire en un temps record. Bravo. Et puis on a vu passer les infos aussi de la CLCV si on veut venir vous voir. Merci beaucoup Émilie, merci à nos invités d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain. Merci. Merci. Et bon festival. Ah bah tiens.